Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La réflexion qui est à l'origine de ce livre procède de deux étonnements. Le premier est celui qui nous saisit devant le sentiment de l'évidence, dont il peut être pertinent de se demander si cette impression obéit à certaines lois, règles ou principes, mais qu'il reste à identifier. Le second est celui qui résulte d'un constat. Il est d'usage de qualifier de sens commun le phénomène de reconnaissance des évidences sans que cette même notion fasse précisément l'objet d'un consensus, non seulement chez la plupart des sujets, mais plus encore dans L'. Ensemble des disciplines qui, à partir de la tradition philosophique occidentale, ont thématisé ce niveau élémentaire de notre rapport au monde, sans pour autant s'accorder sur une définition commune. À ces deux raisons de s'étonner s'ajoutent encore deux perplexités, qui ont proprement déterminé l'orientation même de cette recherche. Je veux parler de son orientation sémiotique et discursive. La première de ces perplexités vient du constat suivant. Si la problématique du sens commun a suscité nombre de théorisations dans la plupart des sciences humaines et des sciences sociales, depuis la sociologie, en passant par la psychologie, l'histoire, l'anthropologie culturelle et l'anthropologie de la mémoire, pour n'en citer que quelques-unes, il est rare que la réflexion en ces domaines soit parvenue à une caractérisation rigoureuse du concept puisque dans l'immense majorité des cas, la référence au sens commun consiste à le constituer en boîte noire, ou notion fourre-tout servant à expliquer bien des phénomènes culturels et sémiotiques, mais aussi sémantiques et pragmatiques particulièrement difficiles à décrire, sans toutefois avancer la moindre proposition en ce sens. Dans le même temps, les efforts consacrés à cette entreprise n'ont pas manqué de souligner le rôle important joué par le langage dans la cristallisation de ce même sens commun. Il était par conséquent cohérent de se tourner vers les différentes branches de la linguistique pour vérifier ce qu'il en était de cet objet indicible, au contour flou. L'enquête s'avéra plus fructueuse que dans les autres disciplines, puisque depuis les origines de la rhétorique jusqu'aux pragmatiques contemporaines, la question du sens commun traverse cette réflexion en portant son attention sur les usages des lieux communs. Mais c'était encore bien peu. Il devait être possible de parvenir à une théorisation d'ensemble de la question du sens commun qui fasse droit à cette problématique en sciences du langage. C'est alors que j'entrepris de reprendre le problème à sa racine, en m'engageant dans une enquête de mise au point des connaissances sur ce sujet, qui participait autant de l'état de la question que de la recension des perspectives que la tradition intellectuelle avait affirmées avant que je m'y inscrive à mon tour. Pendant des années de recherche solitaire, il m'est rarement arrivé de me trouver d'accord avec mes collègues linguistes, soit que pour la plupart le sens commun ne pût être tenu pour un objet de la théorie du langage, soit qu'il en fût un, mais par trop limité à un secteur étroit de la recherche pour mériter que l'on y consacre trop d'attention, soit qu'il fût trop labile pour se laisser discerner, soit que son entrée dans le champ des préoccupations linguistiques fût le signe des apostrophes, une mode éphémère, ou encore, et ce fut la plus fâcheuse des issues, que le problème fut beaucoup trop ancien et peut-être aporétique pour pouvoir être résolu un jour. Il faut avouer que ce dernier argument offrait le meilleur antidote à la curiosité, et ce n'est certes pas celui qui confirma ma résolution. Il restait à se fier à cette sorte de certitude incoative dont nous assure l'intuition, et c'est ce que je fis. L'intérêt porté à la question du sens commun s'est rapidement infléchi en nécessité de conférer à cette notion une dignité conceptuelle dans les domaines des études sémiotiques et linguistiques, dans la mesure où dans ces mêmes domaines, sa compréhension nous paraissait souffrir d'une réception paradoxale. Il était aussi fréquemment utilisé comme référence argumentative et dans les théories que peu étudiées en tant que telles. Il devenait donc important d'en interroger la pertinence, au titre d'objet théorique à part entière. C'est cette préoccupation qui fut à l'origine de la pragmatique topique dont cet ouvrage expose les principes. Ce référentiel pose les conditions de possibilité d'une théorie sémio-discursive du sens commun, présentée ici sous une forme didactique. Ces 6 leçons sur le sens commun délimitent en conséquence un domaine de recherche patiemment construit, au mépris des modes, et dont les étapes s'échelonnent sur pas moins d'un quart de siècle, à travers des contributions scientifiques dispersées dans différents supports éditoriaux. Revues, ouvrages collectifs, minutes de conférences, actes de colloques, mélanges. Pour autant, l'ouvrage que l'on va lire ne constitue ni une reprise, dans toutes les acceptions de ce terme, ni une synthèse de ses diverses contributions.
À l'inverse, il marque un nouveau point de départ. En effet, l'ensemble des vues théoriques et des concepts de la théorie sémiodiscursive du sens commun a été remis sur le métier et articulé en un tout cohérent. Si les développements qui suivent exposent des résultats, ils définissent encore un programme de recherche qu'il s'agit d'amplifier autant que de mettre à l'épreuve. La première leçon, Filiation du sens commun, dresse un panorama des principales conceptions du sens commun dans l'histoire de la philosophie. Elle en examine les temps forts, mais aussi les points de remaniement, ce qui permet d'identifier ce qui représente l'un des grands invariants de la pensée occidentale. L'un des points marquants de cette enquête liminaire est de faire apparaître qu'à partir de l'émergence d'une philosophie du sens commun, la question langagière surgit comme un double théorique, ce qui se confirme au début du XXe siècle dans le contexte de la philosophie analytique. La deuxième leçon, Sens commun et société, l'idée de topic social, dessine un tour d'horizon du statut du sens commun dans le champ de la sociologie et de la psychologie sociale, ainsi qu'en sémiotique et en linguistique. Il s'agit ici d'identifier les conditions épistémologiques, théoriques et méthodologiques d'une conception sémiodiscursive du sens commun. L'autre finalité de ce développement consiste à caractériser les différents aspects du sens commun d'une formation sociale, de manière à en délimiter ce qui relève pleinement de la théorie du discours esquissée ici, ce que nous appelons le sens commun manifesté. La troisième leçon, les institutions de sens, porte sur la fonction des institutions dans la production sémiodiscursive. À partir du postulat selon lequel le sens commun d'une société définit son institution la plus stable, nous soumettons à l'examen le concept d'institution, avant de montrer la portée heuristique d'une conception institutionnelle du sens, entrevue par la philosophie dite du langage ordinaire. Plusieurs questions y sont abordées, parmi lesquelles celle des critères de définition d'une institution de sens, mais aussi celle d'une typologie raisonnée de ces dispositifs sémiopragmatiques. La quatrième leçon, les états du discours, traite de plusieurs problèmes. Il s'agit d'abord de soumettre à un examen critique le concept de discours, tel qu'il est appréhendé par la linguistique, ainsi que par la sémiotique. Cet examen préalable permet d'articuler un concept sémiodiscursif de formation du sens commun, de portée opératoire. Y est notamment développée une théorie des modes de variation d'un même discours, sous le rapport d'états différenciés, dont les critères démarcatifs permettent de penser, mais surtout de décrire les productions discursives d'une même institution de sens, avec leurs particularités formelles. La cinquième leçon, subjectivité et sens commun, se propose de repenser la question du sujet-acteur dans la perspective de la théorie des institutions de sens et des états du discours. La question de la fonction de sujet y est repensée à partir du statut du sujet parlant simultanément appréhendé comme acteur social. Cette analyse introduit trois concepts majeurs, celui de cursus institutionnel, celui d'inscription institutionnelle, tous deux préalables à une caractérisation des aptitudes communicationnelles du sujet-acteur, fondée sur l'hypothèse de l'existence d'une compétence topique. La sixième leçon, sens commun et sens critique, reprend dans une perspective sémiodiscursive le problème classique de la fonction critique, de ses conditions ainsi que de ses différentes formes d'exercice. Le sens critique y est défini comme un discours de protestation fondé sur une conception existentielle du sens, susceptible de s'exprimer selon les différents contextes institutionnels ainsi que sur les différents aspects de l'économie d'une formation de sens commun. Précisons à l'intention du lecteur que chaque leçon peut être lue indépendamment l'une de l'autre, en sorte qu'une entrée par le milieu de ce livre ne devrait pas nuire à sa compréhension. Chacun des développements fait l'objet d'une brève présentation, tandis que l'analyse de chaque point abordé comporte des éléments de synthèse relativement aux acquis des autres leçons. Étant donné le grand nombre de notions mises en œuvre tout au long de l'exposé, nous avons situé à la fin du volume un lexique des concepts avec la définition de chacun, ce qui, espérons-le, facilitera la compréhension de l'ensemble sans rien sacrifier à la précision. De nombreuses disciplines sont concernées par cette recherche. Au premier chef, à un titre ou à un autre, les sciences du langage, l'ensemble des théories du sens, soucieuses de rendre compte de ces modifications aussi bien que de ces régularités, à partir des différents sites d'énonciation.
l'herméneutique des textes, la sémantique des textes, la linguistique textuelle, l'analyse du discours, les pragmatiques, la sémiotique narrative, la sociosémiotique. Mais aussi l'ensemble des disciplines qui rencontrent la problématique discursive du sens commun, comme un niveau d'analyse le plus souvent sous-estimé. L'histoire, notamment l'histoire politique et l'histoire des mentalités, la sociologie, fonctionnelle ou compréhensive, la praxéologie, la psychologie sociale, les sciences de l'éducation, mais aussi les sciences cognitives. Dans un registre proche, les sciences politiques, les études stratégiques et les sciences du management, ainsi que les disciplines liées au conseil. La compréhension et la modélisation des formations du sens commun intéressent encore l'ensemble des référentiels thérapeutiques, depuis la psychanalyse qui est leur source commune, puisqu'il y est toujours question de la manière dont le sujet se rapporte au monde commun, à partir de la problématisation de ses propres évidences. Dans la conduite de cette recherche, plusieurs rencontres furent décisives, avec leur lot d'heureuse compréhension et d'encouragement, toujours riches de défis. Parmi les plus tacites, mais décisifs, celle de Gaston Boutoul, fondateur de la polémologie, lui qui avait établi un lien entre la sociologie des mentalités et les résidus du sens commun. Parmi les plus attentifs à sa portée interdisciplinaire, celle du mathématicien Pierre Mialet, pour qui la question se posait en épistémologie des sciences de l'éducation, tout au long des séminaires organisés pour la Société de mathématiques pour la formation au développement, SOMAFORD. Parmi les plus avisés sur les implications pratiques des constructions métaphysiques, celle du théologien Claude Trémontant, dans ses enseignements de la Sorbonne. Parmi les plus empathiques, celui du philosophe de la connaissance Saül Kars, au tout début de ma recherche, à l'occasion des séminaires de pratique sociale. Parmi les plus éloquentes, celle de l'historien Léon Poliakov, dans son séminaire de psycho-histoire à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Parmi les plus accueillantes, celle de François Recanati, au cours de son séminaire de philosophie analytique à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, puis celle d'Oswald Ducrot, encore à l'EHESS. J'étais assuré que les voies qu'ils avaient ouvertes en pragmatique intégrée constituaient un terreau naturel pour cette exploration. Parmi les plus fertiles, celle de Jean Cohen, théoricien de la poéticité, à l'occasion de nos nombreuses conversations sur la norme et l'écart. Parmi les plus bienveillantes, celle de François Rastier, ainsi que de Georges Molinier, au moment de mon HDR. F. Rastier notamment, attira mon attention sur les critères méthodologiques d'une théorie bien faite. Parmi les plus enrichissantes, le séminaire de littérature et de didactique de Josué Harari, au cours du semestre sabbatique passé à l'Université d'Emory, Atlanta. Parmi les plus stimulantes, celle d'Yves-Marie Visetti qui, très soucieux d'objectivité théorique, m'invita au cycle du séminaire Formes symboliques, où je pus exposer les prémices d'un format d'analyse. Parmi les plus révélatrices, celle d'Henri Méchonic, qui perçut très tôt la dimension politique de cette théorie du discours. Chacune de ces présences a porté ses fruits. Parmi les plus constantes, celle de mes collègues linguistes en Israël, Roselyne Koren de l'Université Bar-Ilan, et surtout Stella Amossi et le philosophe Marcelo Dascal, qui me donnèrent tous deux les moyens de la recherche à l'Université de Tel Aviv. Je garde notamment le souvenir d'un symposium mémorable que M. Dascal avait organisé autour de mes premiers travaux, à l'Université de Jérusalem, sur dialogisme et logique du sens commun, auquel il avait aussi convié Francis Jacques, Daniel Van de Weken, Denis Vernant. Dans l'ordre des transmissions, tous ses amis, maîtres familiers et collègues ont tenu une place non négligeable. Cette recherche a aussi trouvé des échos significatifs dans les travaux linguistiques de Julien Longhi, dont la théorie des objets discursifs développe en les critiquant certaines de mes conceptions. La convergence de nos vues sur l'appréhension du phénomène discursif a été à l'origine de la fondation du R2DIP, le réseau d'études des discours institutionnels et politiques, devenu, en l'espace de quelques années, un important pôle de débat théorique et d'échange scientifique à l'échelle européenne. Gageons que la critique sera au rendez-vous, avec le souci loyal d'y reconnaître des apports intéressants pour le travail des linguistes, mais aussi pour tout chercheur en sciences sociales et humaines soucieux d'inclure dans son horizon de pensée une compréhension plus fine des différents aspects de la co-construction du paramètre discursif qui entre dans l'économie complexe des interactions. Première leçon, filiation du sens commun.
L'objet de cette première leçon est de proposer une histoire à grands traits du concept de sens commun, tel qu'il est mis au travail en philosophie. C'est en effet à l'intérieur du corpus philosophique que ce concept reçoit ses principales déterminations. La prise en vue de cette histoire se justifie d'autant que les différentes compréhensions de ce concept subissent un renouvellement à partir de ce que l'on a appelé le tournant linguistique de la philosophie. C'est notamment à partir de ce stade que la pensée philosophique tente à caractériser ce concept au plus près d'une thématique langagière, qui sert elle-même d'ancrage à certains développements théoriques en sciences du langage. Cette médiation s'avère par conséquent très importante pour articuler un concept sémio-discursif du sens commun. 1. Position du problème. Il est ici question d'esquisser une prise en vue de certaines filiations théoriques du concept de sens commun, dans une perspective bien particulière. Il n'entre donc pas dans notre intention de brosser un tableau complet de cette histoire, ce dont d'autres auteurs se sont fort bien acquittés, que ce soit dans une perspective critique Brio 2004, ou dans une perspective d'histoire de la philosophie Livy 2004. Nous cherchons notamment à montrer que parmi les nombreuses filiations théoriques qui ont mis au travail cette notion, il en est deux principales qui, en se rencontrant, ont fait affleurer de manière de plus en plus précise une dimension du problème en prise directe sur des aspects qui concernent l'analyse sémiotique et linguistique. La centralité en philosophie de la question du sens commun ne doit pas nous laisser croire à sa simplicité, non plus qu'à son univocité et encore moins à la continuité ininterrompue du débat qu'elle suscite. Il faut d'autre part préciser que la lecture des synthèses encyclopédiques consacrées à ce problème laisse perplexe. En effet, si la tradition philosophique connaît au moins 2 lignes de pensée à ce sujet, nulle part il n'est rendu raison de leur point d'articulation. 1. La question d'abord formulée par Aristote, koinesthesis, intéresse au premier chef une réflexion sur la perception, sensible commun. Elle sera au centre des débats philosophiques relatifs à la théorie de la connaissance, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 2. Par ailleurs, l'autre aspect de la question fait du sens commun sensus communis un analogue, voire un synonyme de la notion de rationalité commune. 3. Enfin, une dernière filiation en fait un synonyme de culture, voire d'opinion. C'est en partie ce qui expliquerait que dès l'Antiquité, le discours philosophique ait semblé se définir vis-à-vis de l'opinion. Nous pensons cependant que ce n'est qu'au prix d'une relecture moderne que cette identification est possible. 1.1. Un ou deux sens communs ? Sous l'apparente simplicité de notre actuelle notion de sens commun, rationalité commune, opinion, se dissimule une thématique méconnue dont la dénomination sensation commune, bien qu'étant explicite, ne lui reste pas moins à première vue étrangère. Dans l'interstice de ces trois acceptions, partiellement concurrentes, mais parfois co-occurrentes, se joue une problématique conceptuelle qu'il convient d'élucider. Admettre l'existence de deux notions de sens commun, SC1 et SC2, aux dénotations distinctes ne doit pas dispenser de procéder à la restitution des lignes de pensée au terme desquelles nous hériterions d'un concept linguistique de sens commun partiellement défini, c'est-à-dire dont l'élucidation reposerait sur l'occultation d'une valeur initiale. La restitution de ces lignes de pensée, bien souvent enchevêtrées, n'est qu'incidemment l'occasion d'une mise au point terminologique. L'élucidation de ce dernier point est aussi une manière de répondre à la question de la légitimité d'un usage rétrospectif, anachronique, du concept de sens commun, qui caractérise a priori un certain type de rapport entre la philosophie et l'opinion, alors que le terme lui-même désigne prioritairement une problématique de la perception. 1.2. Les mutations du sens commun. Résoudre le problème que pose la diversité des concepts homonymes de sens commun par la restitution de lignes de pensée, qui conduisent tacitement d'une notion initiale du sens commun à une notion seconde, peut-être dérivée, mais nullement secondaire, c'est par là même rendre compte de la mutation du discours philosophique. La saisie des temps forts de sa constitution fait apparaître ce dernier comme paradigmatique de la problématisation du sens commun, et de proche en proche, à partir du tournant linguistique de la philosophie, comme un lieu de constitution possible du sens commun en objet de la théorie du discours. Dans cette dernière perspective,
l'inventaire des figures du sens commun ne tend pas seulement à illustrer le statut de ces modes de traitement successifs, terminologiques et autres, mais également à rendre compte du fait qu'à la faveur d'un glissement de sens, la question du sens commun se soit transformée en réflexion sur les lieux, topoi, communs constitutifs de tout discours. 2. Dimension du sens commun dans la philosophie classique. L'idée de philosophie classique se justifie moins en termes de périodicité qu'au regard d'un critère selon lequel l'achèvement encyclopédique de la philosophie, parfois considéré comme clôture, culmine avec le système hegelien. Pour arbitraire qu'il soit, ce critère n'en est pas moins commode. La notion de sens commun sera étudiée dans les limites de ce corpus. Une première fois dans toute son extension, mais en un sens que l'actualité philosophique n'a guère retenu, koinesthésis, le problème des sensibles communs. 2. Une seconde fois comme concept relu et rimotivé, qui sans être jamais désigné comme tel, subsume presque toujours les notions d'opinion et de croyance, appréciation négative, ou non moins fréquemment celles de bon sens. 2.1. Aristote, sens commun et sensible commun. Dans le traité de l'âme, Aristote désigne par le concept de koinesthésis une faculté sensitive qui se superpose aux 5 sens. Mais la koinesthésis, distincte de la koinonoia des stoïciens qui désigne des notions communes, relève dans l'exposé aristotélicien d'une opposition initiale entre sensible propre et sensible commun. J'appelle sensible propre celui qui ne peut être perçu par un autre sens et qui ne laisse aucune possibilité d'erreur. Tel pour la vue la couleur, pour l'ouïe le son, pour le goût la saveur. Les sensibles de ce genre sont appelés propres à chaque sens, les sensibles communs sont le mouvement, le repos, le nombre, la figure, la grandeur. Car les sensibles de cette sorte ne sont propres à aucun sens, mais communs à tous. 2. 6 à 418a. Aristote prend bien soin de dissiper une interprétation abusive. Le sens commun perçoit les sensibles communs, mais il ne constitue en aucun cas un 6e sens. On dirait aujourd'hui que le sens commun relève d'une opération de synthèse des différentes perceptions. Selon les termes d'Aristote, le sens commun rend la sensation consciente, il juge des sensibles et unifie la connaissance, ibidem. Au Moyen Âge, la redécouverte des textes aristotéliciens et leur réinterprétation dans le contexte des débats scolastiques situeront le concept de koinesthésis au centre de diverses élaborations de la théorie des facultés. 2.2. Le sens commun comme rationalité commune. Un rapide survol du statut du sens commun dans la philosophie classique fait apparaître la présence, sinon l'alternance, de 2 attitudes philosophiques possibles, celle de la conciliation ou celle de l'hostilité, régulièrement vérifiée. Il s'agit ici de présenter des attestations typiques de chacune de ces 2 manières de philosopher, sans nulle prétention à restituer l'architectonique des systèmes où ces 2 manières s'expriment, sans qu'il entre non plus dans notre propos de rendre compte de la structure des argumentations philosophiques respectives. On se limitera ici à saisir ces 2 motifs typiques, en les rapportant à des corps de doctrine situés sur une vaste échelle historique. 3. Indice d'une récusation du sens commun dans le discours philosophique. La question de la légitimité de la notion de sens commun se pose d'autant plus dans ce moment de l'enquête, qu'il en est rétrospectivement fait un usage systématique chez des auteurs très différents, dans un même effort pour disqualifier la pertinence philosophique des évidences communes. Cette décision résonne comme un topo majeur du discours philosophique dès lors qu'il le questionne. 3.1. Platon, la philosophie comme contestation de la doxa. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Parménide en posant les cadres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.